Bon lundi matin, tout le monde. Mon nom est Jean-Sébastien Rive. Je suis directeur général adjoint de ID Éducation entrepreneuriale, une organisation non lucrative qui promouvoit le modèle de l'école communautaire entrepreneuriale et de ses approches. Je suis accompagné de M. Rino Laveille, qui est fondateur de l'organisation. Nous allons aujourd'hui co-animer cette présentation. Ce qui est prévu aujourd'hui comme plan de rencontre, c'est d'abord de vous présenter qui est l'idée éducation entrepreneuriale, quels sont nos services, mettre en contexte la pédagogie entrepreneuriale, notre approche à travers l'école communautaire entrepreneuriale et à travers une présentation imagée pour mettre des images un peu dans votre tête sur la posture que nous privilégions auprès de la gestion de projets entrepreneuriaux dans les écoles. D'abord, peut-être pour le mode de fonctionnement aujourd'hui, M. Lévesque et moi allons partager l'animation. Si jamais en cours de route, vous avez des questions, nous vous invitons à les inscrire dans le clavardage et nous les saisirons soit au cours de la présentation ou plus vers la fin, mais on va répondre à vos questions. Il ne sera pas possible pour tout de suite d'interagir par la voix et par les images pour s'assurer de la stabilité du signal. Mais si on voit que c'est opportun de donner la parole à quelqu'un, nous pourrons le faire en temps et lieu. C'est nous qui avons la possibilité d'ajouter le micro à certaines personnes. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et n'hésitez pas à interagir sur le clavardage. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Rino Lévesque. J'espère que ça va bien. Voilà. Donc, moi, je suis le fondateur, Jean-Sébastien mentionnait tantôt, de notre organisation qui s'appelle ID Éducation entrepreneuriale. Alors, ID Éducation entrepreneuriale, en fait, c'est une organisation qui fournit des services pour accompagner l'éducation entrepreneuriale dans les écoles. Services qui sont destinés aux directions d'école, aux enseignants. Ça pourrait même être destiné à des parents ou à la communauté selon les écoles et selon la volonté des milieux. Donc, c'est très ouvert. On a des services d'accompagnement, on a des services qui sont dans le domaine de l'innovation, de l'inspiration, aussi dans le domaine toujours de l'éducation entrepreneuriale. Et on a aussi des conférences qu'on a. Notre site Internet, si certains d'entre vous désirent aller le consulter, c'est www.id, sans accent bien sûr, .éducation, simplement. Et vous êtes en mesure, à ce moment-là, d'aller le consulter. Le site Internet est très garni. Alors, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'explications, on donne beaucoup d'informations sur notre approche. Alors, ID Éducation entrepreneuriale a été créée il n'y a pas trop longtemps. D'ailleurs, Jean-Sébastien Rive, qui vient de vous parler, et lui qui a eu l'idée, en fait, d'ID Éducation entrepreneuriale. Et parce que c'est un organisme à but non lucratif. Et cette organisation-là, il y a son conseil d'administration, bien entendu, et est associée aussi à deux structures. Donc, on a une fondation qui, elle, permet d'aller chercher des fonds pour appuyer la mission qu'on avance. Ça s'appelle la Fondation de la relève entrepreneuriale du Québec. Et il y a aussi une division internationale qui est un petit peu mieux connue parce que ça existe depuis d'ailleurs 3 ans déjà, cette division-là, qu'on appelle WASEC, l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales. Donc, notre modèle fonctionne en synergie. L'idée est l'OBNL, mais quand on veut faire de l'accompagnement international, surtout valoriser les écoles à travers le monde, on se sert de WASEC. Actuellement, il y a plus de 137 écoles, vous en donner une indication, qui fonctionnent selon le modèle de l'école communautaire entrepreneuriale dans le monde. Vous allez voir 2 expressions, parfois 3 expressions. Vous avez l'école communautaire du Nouveau-Brunswick. Certains disent école communautaire entrepreneuriale du Nouveau-Brunswick. Alors, ces 2 expressions-là existent et ils sont d'usage. Et puis nous autres, on s'en est pas. Par contre, on est toujours en train de parler du même concept qui fonctionne autour de composants structurants. Tout à l'heure, je vais présenter ça. Et d'autres aussi à travers le monde aiment mieux l'expression école communautaire entrepreneuriale consciente, qui veut dire ESSEC. Hein,
avec d'ailleurs le réseau WASEC, le C à la fin veut dire conscience, simplement. Et on pense que c'est important, le mot conscient, le mot conscient. C'est très, très important puisque l'école qu'on avance est porteuse, en fait. Ce qui l'accompagne, cette école-là, le fil conducteur, fondamentalement, c'est l'éducation, une éducation entrepreneuriale consciente. Et ça ne veut pas dire la même chose que l'entrepreneurship tout court. Alors, ça veut dire une philosophie, ça veut dire une éducation qui est autour de ça. Ça veut dire une pédagogie, ça veut dire une manière aussi où on allie école et communauté pour finalement amener cette éducation-là chez les jeunes, amener cette éducation vraiment à valeur ajoutée pour eux. Ça lui donne des outils pour la vie. Mon collègue Jean-Sébastien Louis, tout à l'heure, vous présentera le profil de sortie dont on s'aborde actuellement que partiellement. Il vous présentera aussi toute cette pédagogie. Alors, voilà. IDE et WASEC, IDE Éducation entrepreneuriale et WASEC, c'est une synergie puisque IDE agit beaucoup sur le territoire du Québec, IDE Éducation entrepreneuriale, alors que WASEC est plutôt la dimension réseau international qui comprend les écoles du Québec, du Nouveau-Brunswick, maintenant de l'Ontario, on a de Belgique, d'autres en Europe. On a un projet qui débute en France, par exemple, qui donne intérêt en Suisse. On a des écoles aussi au Maroc, des écoles en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et de plus en plus, il y a des pays qui sont demandeurs. Quand je dis des pays, c'est parfois des ministères de l'Éducation, mais ça peut être aussi lié à carrément des écoles qui en font la demande. Alors, peut-être sans aller trop loin, je proposerai à mon collègue Jean-Sébastien en face de vous présenter une vidéo qui finalement va incarner beaucoup la philosophie qu'on avance. C'est 3 minutes et ça vient avec une petite musique. Puis surtout, j'attire votre attention sur les mots qui apparaissent, le langage qu'on a mis là parce que c'est écrit. Alors, les éléments sont écrits. Je crois que ça se lit très bien, mais tout ça est accompagné d'une petite musique. Donc, je laisse tout de suite M. Reid, Jean-Sébastien, la faire jouer.
Alors, vous m'entendez bien encore, j'espère. Alors, juste pour poursuivre, lorsqu'on parle d'une école communautaire entrepreneuriale, juste pour vous en donner une indication un petit peu plus claire. Vous voyez, on représente les 21 composantes structurantes qui finalement structurent cette école-là. C'est vraiment un projet. Une des choses sur lesquelles votre attention, l'école communautaire entrepreneuriale est vraiment véritablement un projet très structuré pédagogiquement. C'est aussi un projet structurant au sens que il lie l'école à sa communauté. Et toutes les composantes structurantes ont une certaine fonction. Et en général, c'est pour mailler l'école à la communauté toujours plus solidement et durablement, d'une certaine façon. Donc, on a 21 composantes structurantes et elles sont classées en 5 champs. Vous avez des composantes fondamentales, d'autres qu'on appelle de viabilité. J'attire votre attention sur l'idée d'un leadership partagé mobilisateur. Alors là, on a toute c'est-à-dire un accompagnement qui se fait à ce niveau-là parce que c'est clé. Aujourd'hui, au 21e siècle, dans nos écoles, le leadership a besoin d'être partagé si on le veut mobilisateur. C'est un leadership qui devient aussi, qui a besoin d'être chaleureux, un leadership qui a besoin d'être rassembleur. Donc, ici, nous, on trouve ça fondamental. D'autres composantes motrices, alors on a des systèmes d'activité, de réflexion, on a le Conseil des jeunes entrepreneurs qui est une micro-chambre de commerce, en fait, compte. Des entrepreneurs, on a des célébrations pédagogiques, programmation pédagogique, et ainsi de suite, puis même jusqu'à une micro-caisse, ou d'autres appellent ça la micro-banque d'investissement d'entrepreneuriat conscient, qui sert de petit micro-fonds pour permettre aux jeunes de démarrer leur petit projet. Parce que souvent, dans nos écoles communautaires entrepreneuriales, on remarquait qu'on a une bonne idée, mais hop, il nous manque un 50, un 100, 200, 300 dollars. Alors, pour démarrer le projet, alors cette structure-là a pour effet d'aider au démarrage des projets dans l'école. C'est comme une... Et ça sert du coup disons, à apprivoiser autour de la littératie financière. Cette micro-banque-là, pour vous donner un exemple, une micro-caisse, si vous voulez, fonctionne autour de règles. Ce sont des critères qui permettent au projet qui fait une demande, disons un groupe de jeunes qui vont faire une demande pour un projet, d'être appuyé par ce petit fonds-là, mais basé sur des critères. Ces critères-là sont fondés sur les composantes fondamentales qu'on parle, c'est-à-dire sur la philosophie de l'entrepreneuriat conscient. Donc, il ne faut pas que ça déroge de ça, puis sur l'approche pédagogique. Donc, c'est très important qu'on reste dans cet angle de vue-là. Tout à l'heure, on va vous parler de philosophie et d'approche pédagogique. Alors, vous voyez là, donc les composantes motrices, il y en a plusieurs, les technologies sont là, bien entendu. Composantes à valeur ajoutée, quelques-unes supplémentaires, très, très associées, vous voyez là, à l'idée d'une école communautaire. Compétences plus, le premier, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas seulement en entrepreneuriat, puis j'aimerais réinsister là-dessus en disant qu'on n'a pas appelé ça une école entrepreneuriale. On a appelé ça une école communautaire. Je prends une pause volontaire, entrepreneuriale consciente. Donc, école communautaire, parce que c'est ce lien-là entre l'école et la communauté qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau des apprentissages. Donc, nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, agir seul n'est plus la solution. C'est l'idée d'agir entre école et communauté autour d'un projet. Donc, ça devient un projet éducatif pour l'ensemble de l'école, mais aussi qui implique la communauté qui environne l'école. Alors, juste pour poursuivre, donc, on a compétences plus, ça sert ça à des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, ça peut être en français, en maths, en sciences, dans d'autres matières, et d'autres défis, par exemple, de sociabilité, d'autres types de défis. Donc, on peut avoir une offre très garnie autour de compétences plus, et ce qui est particulier dans cette composante-là, c'est qu'elle elle est conçue à partir de l'aide qui vient de l'environnement de l'école. Ça peut être des parents qui sont disponibles, qui sont bénévoles. Ça peut être des personnes de la communauté qui vont composer l'équipe qui va donner le service aux jeunes. Et en général, ça peut très bien compléter un plan d'intervention, par exemple, après les heures de classe. Il y a toutes sortes de formules qu'on a vues, autant au niveau qu'ailleurs. Donc, voilà pour ça.
Et puis, vous apercevez d'autres types de composants au niveau de la santé. Certaines, on parle de milieu sain et sécuritaire, communication, école, famille, communauté, structure. Chacune, en passant, des composants, incluant là, les autres plus bas, on voit reconnaissance, marketing, éducatif. Chacune des composants vient avec une intention, laquelle nous, on a une intention éducative qui est écrite, qui est claire. Ils peuvent même être accompagnés, ces composants avec des indicateurs qui permettent d'assurer que le sens de l'éducateur comme tel, donc ça devient un appui, ça devient un guide pour l'enseignant, mais surtout pour une école qui voudrait se lancer dans un projet comme ça. Où j'aimerais vous rassurer, parce que les gens disent, ben, ça en fait lourd à installer ou à implanter dans une école. Dans les faits, les écoles n'ont pas implanté toutes ces composantes-là, même si vous êtes une école communautaire entrepreneuriale consciente. Vous allez avoir 4 niveaux qui sont proposés. Vous avez une école communautaire entrepreneuriale émergente, où on va proposer 2 composants, comme la philosophie et l'approche pédagogique. Vous avez des écoles communautaires entrepreneuriales phares. Là, c'est des écoles là, qui vont vouloir aller plus loin et qui désirent à ce moment-là en faire véritablement un projet éducatif. À ce moment-là, on va proposer à l'école 3 composants. La philosophie, puis vous voyez les composantes fondamentales. En fait, les 3 composantes fondamentales dans une école communautaire entrepreneuriale forte sont demandées. Puis, ça va aussi toucher au leadership partagé mobilisateur. Ensuite de ça, vous pouvez aller plus élevé avec 7 composantes, et puis même 12 composantes. Nous, on parle de. Tout ça est indiqué sur le site Internet. Vous allez dans la section Services en haut de votre écran quand vous allez sur le site dans Accompagnement. Vous allez retrouver les 4 niveaux. Là, on a étoile qui est 7 composantes, ou encore quasar, hein, c'est l'étoile la plus lumineuse, la plus forte, la plus puissante. Alors là, à ce moment-là, c'est 12 composants. Mais vous ne m'entendez pas dire 21 composants. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'école peut, de manière continuelle, assurer une progression. Et ces composantes-là guident tout simplement sa démarche à l'intérieur de l'école. Alors, si je poursuis. Alors, je pense que c'est important d'insister sur le prochain point. Sur le fait que la philosophie de l'entrepreneuriat conscient repose, au fond, sur 2 développements fondamentaux. Et tout est là. Et ça, c'est tout ce qui tient, c'est tout le fil conducteur ou les fils conducteurs qui tiennent tout ça dans une école. C'est-à-dire le développement de la personne, d'une part. Et c'est pour nous ce qui est le plus important. On est quand même dans une école. Donc, c'est l'élément premier. C'est l'élément sur lequel on focus, le développement de la personne. Et le second, c'est un développement à portée sociale qui est aussi très important. Alors, philosophie de l'entrepreneuriat conscient, c'est donc 2 développements. Si on prend le développement de la personne, j'attire votre attention sur 5 axes qui sont des axes déterminants pour nous. L'entreprise de soi, c'est cette idée d'apprendre à s'entreprendre, à se faire confiance, se prendre en main soi-même pour réaliser des choses. Donc, l'entreprise de soi, c'est l'idée, si vous voulez, à quelque part, on pourrait remplacer ça aussi par entrepreneur de soi, d'une certaine façon. Alors, ça, c'est vraiment l'élément central au niveau du développement de la personne. Ce premier-là, c'est pas pour rien qu'on l'a mis en premier. Ensuite vient l'esprit d'entreprendre. Ce sont des jeunes qui sont capables d'innover, hein, de sortir des sentiers battus. L'esprit d'entreprise. Alors, là, à ce moment-là, c'est le visionnaire. C'est celui qui porte l'entreprise. Au niveau de l'école communautaire d'entrepreneuriat conscient, l'esprit d'entreprise, on reconnaît d'emblée, c'est pas tout le monde qui aura ça. C'est pas tous les jeunes qui auront ça. Par contre, tous les jeunes devraient avoir acquis, avoir été fortement orientés par l'idée d'entreprise de soi et l'esprit d'entreprise. Parce que les 5 axes qui sont là, ce sont des axes orientants pour toute la pédagogie. Alors, la construction identitaire, elle se bâtit au fur et à mesure à l'intérieur du projet. Ça veut dire fierté de soi, fierté culturelle, fierté identitaire, mais c'est aussi d'être capable de s'affirmer avec équilibre. Et puis la santé globale, ben voilà, ça c'est le 5e axe, c'est ce qui, finalement, nous, on a défini 10 dimensions autour de la santé globale, qu'on considère aussi
absolument fondamentale. Donc, ces 5 orientations-là viennent, je dirais, donner le sens à ce qu'on appelle le développement de la personne dans le cadre d'une école communautaire entrepreneuriale consciente. Et c'est une dimension, c'est la dimension première, je dirais, de la philosophie de l'entrepreneuriat conscient. La seconde, c'est tout ce qu'on appelle le développement à portée sociale en 3 axes. Les besoins de la communauté, c'est de créer un lien de solidarité, un lien émotionnel avec sa communauté. C'est de pouvoir avoir des besoins en même temps, puis d'essayer d'y répondre. Le développement viable et durable, ben, je pense que on a tous beaucoup entendu parler de ça. Nous, on dit viable parce qu'on considère que avant d'être durable, il faut que ça soit véritablement viable. C'est l'idée de contribuer à un équilibre, société, économie, écologie. En même temps, dans toute cette dimension de développement viable et durable, on peut penser à des nouveaux modèles d'économie qu'on voudrait voir apparaître dans notre société. Certains, je suppose, vous avez entendu parler d'économie circulaire, par exemple, ou d'économie bleue. Alors, ce sont des modes d'économie qui veulent un petit peu s'éloigner de tout ce qu'on voit beaucoup autour de nous, c'est-à-dire qu'on prend la ressource, on la consomme, on la jette, puis on pollue. Et là, c'est plutôt d'arriver avec comme l'économie de partage qu'on voit sur l'île de Montréal, avec des vélos ou des choses comme ça, ou dans d'autres situations où on va recycler les choses. Alors, c'est vraiment ce qui est derrière toute l'idée du développement viable et durable. Et le mot conscient vient après entrepreneuriat, bien sûr, amène beaucoup de sens. Enfin, le dernier point, c'est l'idée d'être porteur d'une vision entrepreneuriale éthique et socialement responsable. Donc, ça veut dire contribuer à une prospérité plus équitable, à une plus grande justice sociale, à quelque part. Donc, l'entrepreneuriat conscient, c'est de faire en bout de course en sorte qu'on ait un citoyen engagé et plus conscient dans la société. Donc, un citoyen qui va pas être muet à quelque part devant ce qui ne va pas, puis qui soit capable de le voir, puis peut-être apporter des solutions nouvelles. Nos jeunes d'aujourd'hui, avec le modèle d'école qu'on avance, oui, dans le cadre d'un projet éducatif d'école communautaire entrepreneuriale consciente, ou école communautaire entrepreneuriale tout court, selon le terme qu'on veut utiliser, va avoir un processus pédagogique qui est extrêmement intéressant. Donc, parce que ça commence à la maternelle, ça va se terminer à la fin du primaire, puis ça peut se poursuivre au secondaire pour les écoles qui veulent en être pour faire de sorte qu'il va sortir avec, et c'est l'espoir qu'on a avec une culture qu'on dit, nous, entrepreneuriale consciente. Alors, vous avez, par la suite, on vous présente, c'est M. Mathias Pépin, qui est chercheur à l'Université Laval et aussi associé avec l'UQTR, qui connaît bien le projet, qui s'est intéressé à 3 choses. Parce que le cœur du profil de sortie qu'on avance, Jean-Sébastien va vous en parler tout à l'heure, M. Reed, c'est vraiment autour de 3 éléments, 3 compétences, c'est-à-dire apprendre à s'entreprendre, apprendre à entreprendre, puis apprendre à créer de l'innovation. Dans lui, le chercheur Pépin s'est intéressé, il a voulu démontrer la différence entre, par exemple, l'entrepreneuriat, qui est l'idée de devenir un entrepreneur, entreprendre, juste au-dessus, qui est comprendre l'entrepreneuriat. C'est une éducation à l'entrepreneuriat, donc il y a une dimension spécifique et économique qui est liée à ça. Et puis, il y a le s'entreprendre. Et c'est là que nous, on se situe énormément avec le projet qu'on avance, c'est-à-dire une dimension large et processuelle, c'est devenir entrepreneur, hein, c'est devenir plus innovant. C'est ce qu'on avance, nous, comme approche pédagogique en bout de course, c'est vraiment une éducation par l'entrepreneuriat. On touche aux 2 autres aussi, bien entendu, puisqu'on va proposer des projets entrepreneuriaux, des entreprises qui, finalement, éduquent à un entrepreneuriat, mais pas n'importe lequel. On répète toujours un entrepreneuriat plus conscient, plus éthique. C'est ce que je pense qu'on pense fondamentalement que la société a besoin. C'est-à-dire, c'est pas de reproduire des gens comme, on prend souvent cet exemple-là, mais comme des grands dirigeants qui sont à la tête de
de grandes entreprises qui dominent le monde et qui exploitent les ressources et volent les ressources aux autres. Et alors, c'est de changer ça aussi. On a donc une responsabilité, quelque part, de changer les choses fondamentalement. Et l'école peut jouer un rôle très important, à condition qu'elle choisisse le chemin d'éduquer un entrepreneuriat, nous, on pense, plus conscient, plus éthique pour les communautés, pour les personnes et pour la société et pour le monde, si on veut aller pousser encore plus loin. Alors, ici, M. Mathias Pépin donne beaucoup de conférences sur ce que vous voyez là, actuellement à l'écran. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il vient de l'expliquer de manière très claire. Et nous, on se situe beaucoup au niveau de s'entreprendre, d'amener le jeune à apprendre à s'entreprendre. Nous, on lui montre aussi à entreprendre et à créer de l'innovation. Vous avez, juste après, ces deux schémas là, qui vous présentent ce que je viens de mentionner, s'entreprendre, entreprendre, créer l'innovation, avec tout un profil de sortie autour de 3 compétences, que je ne répéterai pas, des attitudes, il y en a 3 qui sont mentionnées là, des qualités. J'insiste sur la première qualité. Parce que sans elle, on a l'impression que tout le reste ne viendra pas, ne se développera pas, ou en tout cas, on va avoir beaucoup de difficultés à le faire. C'est la confiance en soi. Fondamentalement, l'école, apprendre à s'entreprendre, c'est donner le droit à l'école aux jeunes à s'exprimer. Mais c'est s'autoriser comme enseignant aussi avec une pédagogie, à sortir des sentiers battus, à proposer une pédagogie qui fasse que ce profil de sortie-là va se développer. Et Carla, tout à l'heure, M. Reed vous donnera des exemples un peu plus clairs à ce niveau-là. Il y a des forces. On considère 3 forces fondamentales, le diagnostic, le dynamisme, la détermination. Le diagnostic, c'est la capacité de voir quelque chose dès le départ. C'est le jugement instantané, quelque part, qui te dit, ben, j'y vais ou j'y vais pas. Je saisis cette opportunité-là ou pas. On a l'impression que beaucoup d'entrepreneurs ont ça inné quasiment en eux. Mais effectivement, il y en a qui ont ça plus naturellement. On croit, nous, qu'on est capable d'entraîner à une éducation entrepreneuriale, à force de faire des micro-projets de toute nature, on peut venir à développer ces forces-là, le diagnostic. Le dynamisme, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie, c'est ce qui propulse devant, n'est-ce pas, qui fait que ça amène d'autres personnes à participer à ton projet. C'est une nature très propre à l'entrepreneur, le dynamisme. Et la détermination, parce qu'il n'y en aura jamais de facile. Il y a des parcours sinueux, il y a de la résistance, il y a des imprévus. Alors, la détermination, on appelle ça les forces 3D. Alors, évidemment, si vous voulez développer toutes ces compétences, ces qualités, ces attitudes, il faut que les micro-entreprises pédagogiques, que les projets entrepreneuriaux, que les petites activités entrepreneuriales puissent amener le jeune à jouer 3 rôles fondamentaux, d'être initiateur, réalisateur, gestionnaire de projet. Je répète, initiateur, réalisateur et gestionnaire. Ce sont 3 moteurs, véritablement des moteurs qui, à force de les jouer chez les jeunes, du plus petits âges jusqu'à la fin du secondaire, même en formation professionnelle, ce que je ne mentionnais pas tantôt, c'est que l'école communautaire entrepreneuriale actuellement se développe au primaire, se développe au secondaire, ici et dans le monde, se développe aussi en formation professionnelle. Et bientôt, on est pour les centres d'éducation aux adultes également. Donc, les 3 rôles qui sont là, je vous dirais là que c'est les éléments clés de la pédagogie entrepreneuriale consciente. Et c'est la dynamique de comment faire jouer ces rôles-là, comment animer, qui rend possible le développement du profil de sortie. Je termine mon petit bout avec nos principes d'accompagnement 3A. C'est-à-dire que toute notre approche d'accompagnement chez ID Éducation entrepreneuriale, qu'on fait depuis plusieurs années, c'est d'abord apprivoiser. Si on veut passer aux 2e étape, c'est-à-dire accompagner, il faut d'abord apprivoiser, c'est d'écouter l'autre, c'est d'être à la même table, à la même hauteur, de comprendre le besoin. Et c'est en le comprenant, ce besoin-là, puis en comprenant donc de l'enseignant, la direction d'école, de l'école, des partenaires, je pense qu'on
on est en mesure à ce moment-là de créer, de générer de la confiance entre nous. Et ça nous permet par la suite d'accompagner. Donc, c'est le deuxième volet, accompagner. Puis, accompagner parce qu'on veut finalement apprendre. On veut permettre d'apprendre, à aller plus loin, à mieux maîtriser la pédagogie qu'on avance, la philosophie, mais aussi, quand on dit apprendre, on veut dire apprendre ensemble. On n'est pas à penser qu'on n'a que la solution. D'ailleurs, toute l'expérience d'accompagnement, tous nos accompagnants le disent, on a l'impression d'apprendre autant que ceux qu'on accompagne, en fin de compte. Donc, c'est cette dynamique-là qui est importante. On n'est pas le monopole de la vérité, loin de là. Mais on a une certaine expérience qui finalement peut être très aidante. Ce que je vous demande de retenir, puis je laisse la parole à Jean-Sébastien, je pense que c'est important de le saisir, c'est que l'école communautaire entrepreneuriale est vraiment un projet écosystémique entre l'école et sa communauté. C'est porteur d'une pédagogie très structurée, on va en parler, et en même temps d'un projet globalement qui est structuré. Voilà. Je vous remercie énormément, c'est très agréable, mais en même temps, c'est particulier pour moi, parce que c'est la première fois que je fais un web binaire, et on ne vous voit pas, donc on parle à son écran. C'est assez particulier. Alors, puis moi, j'aime beaucoup sentir, j'aime beaucoup de conférences, j'aime beaucoup sentir les gens, voir les gens, communiquer avec les gens. J'espère que ça n'a pas été trop pire. Puis, on va de toute façon interagir, Jean-Sébastien, pour la prochaine 30-45 minutes encore. Je laisse la parole à mon collègue Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de changer de diapositive, un élément que j'aimerais ajouter sur celle de l'accompagnement. Les gens qu'on accompagne dans les milieux, c'est des directeurs, c'est des enseignants, c'est le personnel de soutien, ça peut être les élèves eux-mêmes. Ce qui est intéressant pour les gestionnaires dans les écoles, c'est qu'ils peuvent avoir aussi une oreille sur des situations qui pourraient les embêter ou ils ont besoin de conseils sur une façon d'aborder leur équipe. Donc, on accompagne aussi la direction, son équipe de gestionnaires. On accompagne ce qu'on appelle l'équipe de gouvernance, qui est un comité qui peut être formé ou qui existe déjà dans l'école, mais qui pilote avec la direction d'école la mise en place des pratiques liées à l'éducation entrepreneuriale consciente. Donc, quand on parlait de leadership partagé mobilisateur, c'est une modalité qu'on propose aux écoles. C'est toujours dans la proposition. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Donc, on suggère des façons de faire qui sont liées à nos expériences du passé qui font qu'on sait ce qui marche pas dans certains milieux, tout en disant que chaque milieu a ses particularités. Donc, vraiment, un rôle conseil, un rôle de soutien, un rôle de coach, un rôle d'accompagnant pour faire profiter de notre vécu, de nos expériences multipliées, puis faire en sorte qu'on puisse avancer côte à côte dans le déploiement de ce modèle-là. Maintenant, j'aimerais passer à une portion qui va être plus liée à la posture de l'enseignant, à la posture de l'éducateur qui est dans le milieu scolaire. Puis pour ce faire, je vous propose une formule imagée. Ces images-là feront certainement réflexion dans votre esprit. Tout en commençant par, souvent, on préfère demeurer dans notre zone de confort. On ne veut pas se lancer dans quelque chose qui sort de là parce qu'on a peur que ce soit un terrain glissant. Pourtant, déjà, le programme nous propose de travailler de façon interdisciplinaire. Je vous amène sur une façon de le concevoir. Les langues, les mathématiques sont des disciplines de langage. On utilise ces champs disciplinaires-là pour communiquer de l'information, transmettre de l'information. Par la suite, quand on arrive en sciences, en histoire, en géographie, en sciences, on utilise des disciplines de langage pour transmettre de l'information dans des disciplines que moi j'appelle des disciplines de contenu. Histoire, géographie, sciences, technologie, c'est des disciplines de contenu qui vont utiliser le français, les maths, l'anglais, ou peu importe la langue qu'on utilise, pour transmettre leur information. Donc, déjà, quand on est capable de relier ces champs disciplinaires-là par du travail d'équipe entre enseignants, ou au primaire, c'est plus facile parce qu'on a les enseignants et les élèves dans tous ces champs-là,
mais ça nous maximise au niveau de nos approches. On n'est pas obligé de doubler nos choses. Je vous donne un exemple. Dans le cadre d'un projet entrepreneurial, on pourrait regarder comment évaluer la communication orale. Les élèves ont souvent, dans le cadre d'un projet, à aller présenter leur idée. On peut-être parfois aller faire une petite étude de marché ou aller faire un sondage ou une étude statistique. Donc, moi, j'imagine des élèves qui font le tour des classes, admettons qu'il y a une dizaine de classes dans l'école, qui se sont partagés ça. Chaque élève arrive dans la classe d'un collègue avec un petit coupon, volume, débit, choix de vocabulaire, posture. Et l'enseignant, regarde, observe l'élève qui présente, puis après repart avec le petit papier qui a été coché. Moi, je pense que ça peut devenir une trace valable pour une future évaluation à communiquer oralement. Et il y a toutes sortes de contextes comme ceux-là, parce qu'ils deviennent authentiques, où on peut profiter d'une expérience entrepreneuriale qui est authentique pour pouvoir mesurer la compétence, dans ce cas-ci, à communiquer oralement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est authentique. Ce n'est pas, par exemple, de faire un exposé oral sur mon animal préféré, où là, l'élève prépare ça 3 semaines d'avance, mais il arrive le matin un peu mal au ventre, il est stressé, puis là, on ne l'a pas sur son vrai jour. Quand c'est, pour l'avoir vu chez des jeunes qui sont souvent inhibés, gênés dans leur salle de classe, puis là, ils affrontent leurs collègues en présentant leur projet avec vigueur et intérêt parce que c'est dans leur trip, puis ils y croient. Là, tout d'un coup, là, les jeunes ne communiquent plus de la même façon. Et là, je vous amène sur une autre piste. Il faut faire attention. Attention parce que souvent, on va sous-estimer les jeunes. Ils ont l'air si fragiles, ils ont l'air si petits. Pourtant, je pense que l'impossible, eux autres, ils ne le connaissent pas. Vous êtes là pour les guider, mais le jeune n'est pas toujours trop petit. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Par exemple, à la maternelle, le jeune arrive, il y a 5 ans, il peut avoir des fois un petit peu 4 ans là, au début s'il est né en septembre, il peut avoir presque 6 ans s'il est en octobre-novembre. Mais il y a déjà tout ce bagage-là d'expérience, 4, 5 ou 6 ans. Puis à la garderie, l'année d'avant, il y avait plein de responsabilités, puis il faisait les muffins avec la petite madame au service alimentaire. De la même façon que le jeune garçon ou la jeune fille qui arrive en secondaire 1, l'année d'avant, 6e année, c'était vraiment là, le champion de l'école. Il y avait presque le trousseau de clés de direction tellement qu'on lui faisait confiance puis il y avait des responsabilités. Puis ça m'amène à une expérience que j'ai vécue comme accompagnant où une enseignante de 2e secondaire en sciences me disait je ne sais pas si mon groupe est assez vieux. J'aurais voulu faire un projet sur la sensibilisation de la réduction de la consommation d'eau potable ou un projet qui ressemble à ça. Mais je pense qu'ils sont peut-être un peu petits. Vous savez, nous, on accompagne le primaire, on accompagne le secondaire, donc on voit toutes sortes d'exemples où les jeunes sont impliqués dans des projets. Et moi, j'avais justement vu l'année d'avant un groupe de 2e année du primaire, donc des jeunes de 7-8 ans, réaliser un projet comme celui-là. Ils avaient fait des capsules vidéo, puis ils avaient projeté ça dans les classes, ils avaient partagé ça à leurs parents par les réseaux. Donc, ils avaient fait un projet de sensibilisation pour réduire la qualité, la consommation d'eau potable, tout comme l'enseignante du secondaire voulait le faire. Mais dans son œil à elle, les jeunes étaient trop petits. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer le potentiel des jeunes, puis adapter notre projet en fonction de leur âge, mais jamais les empêcher de réaliser quelque chose parce qu'on pense qu'ils sont trop petits, parce que c'est souvent dans notre œil à nous. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Les jeunes peuvent nous épater, peuvent nous étonner, peuvent nous surprendre. Puis je pense que c'est important de se laisser une ouverture d'esprit pour tenter des choses, puis sortir un peu de notre insécurité pour pouvoir réaliser des choses. Toutefois, il y a des paramètres qui sont importants de mettre en place qui vont, d'une certaine façon, rassurer les enseignants. Je vous fais une petite image. Imaginez que vous devenez le gérant d'une patinoire de hockey. Je donne la patinoire, mais ça peut être un terrain de soccer, peu importe, mais c'est l'image. On veut faire jouer les jeunes sur une patinoire qui va être de dimension assez grande. Vous déterminez la grandeur de cette patinoire-là. Vous mettez les bandes. Ce qui va influencer la grandeur de votre patinoire, donc l'espace de jeu que les jeunes vont avoir, c'est la confiance que vous avez.
c'est le soutien que vous avez de vos parents, de votre direction, de vos collègues. Ça peut être les moyens financiers dont vous disposez, ça peut être le programme d'études qui est chargé, qui est contraignant. Ça peut être l'espace physique, ça peut être le temps. Donc, vous avez toutes sortes de contraintes comme classe, comme enseignant, et vous devez rester aux commandes de ces contraintes-là. Donc, vous devez modifier la grandeur de la patinoire en tenant compte de ces contraintes-là. Mais ce qui est important, c'est que les jeunes aient suffisamment d'espace pour jouer. Parce que s'ils n'ont pas assez de place pour jouer, ils n'apprendront pas, puis ils n'auront pas de plaisir, puis vous non plus. Si vous remarquez sur la glace en haut à gauche, il y a une zone ombragée. C'est que même si on laisse beaucoup de place aux jeunes, parce que notre patinoire est grande, il y aura toujours des zones où vous allez avoir plus de contrôle. L'évaluation des apprentissages, le suivi auprès des parents, des bulletins, etc. Donc ça, on les laisse patiner. Il y a des zones d'intervention où là, les jeunes n'ont pas une influence là-dessus parce que vous avez des responsabilités comme enseignant à mener qui vont avoir une incidence là, sur cette patinoire-là. L'autre élément qui est important, c'est que souvent, on va penser qu'en entrepreneuriat, les jeunes font n'importe quoi, font tout parce que c'est eux qui sont aux commandes. Non, ben oui, on veut on veut leur donner des responsabilités. On veut qu'ils deviennent graduellement initiateurs, réalisateurs, gestionnaires de leur projet, mais en même temps, dans les paramètres que vous allez leur accorder. Puis, la patinoire peut être différente selon la modalité que vous allez utiliser. Dans le modèle qu'on propose, au niveau de l'approche qu'on propose, il y a 3 types de modalités entrepreneuriales qu'on suggère. L'activité de nature entrepreneuriale, qui va être de courte durée, qui va permettre de vivre des expériences qui vont être liées à un projet que je ferai plus tard. Ça peut être des conférences que je fais venir dans ma classe, ça peut être des activités pour travailler explicitement une qualité entrepreneuriale. Par exemple, je veux travailler le leadership. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour travailler le leadership auprès de mes jeunes? Je vais faire une petite activité, je vais faire une animation qui peut durer 1 heure, qui peut durer 2 heures, mais à plus petite échelle. Il y a le projet, celui qu'on connaît généralement, qui répond à un besoin, une problématique, qui crée un bien, un service, une présentation, qui amène du changement. Dans l'esprit de la philosophie, on a dit tout à l'heure d'essayer de faire un développement à portée sociale, mais tout aussi le développement de la personne. Donc, on va essayer de miser sur les qualités qu'on veut faire développer chez les gens. Et la micro-entreprise, qui est une autre étape plus engageante, où là, on va travailler sur la mise en place de micro-entreprises qui vont amener une structure organisationnelle un peu différente et qui, là, ce seront des projets qui risquent de durer plus longtemps dans le temps. Une petite seconde. Oups, j'ai perdu mon caravage. OK. Donc, tout ça fait en sorte que ces modalités-là permettent de différentes façons de vivre la pédagogie entrepreneur en salle de classe et qui permet aussi, parce que rappelez-vous que nous, quand on intervient, généralement, on va intervenir pour plusieurs enseignants dans une école pour faire en sorte que cette culture-là s'imprègne dans la vie de l'école. Donc, il y aura toujours des enseignants qui, eux, leur patinoire va être plus petite. Puis d'autres enseignants dans une même école où la patinoire va être plus grande. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux enseignants de vivre leurs expériences et là, peut-être d'aller avec des projets à leur mesure. Et l'important, c'est de contribuer. Donc, chacun peut contribuer à sa mesure, puis petit à petit, on prend confiance. Puis je vais y revenir tout à l'heure. Quand on parle d'initiateurs, réalisateurs et gestionnaires, Rino l'abordait à travers le profil de sortie. D'ailleurs, le profil de sortie, imaginez-vous que c'est le curriculum vitae qu'on veut développer pour nos jeunes. C'est ce qu'on aimerait avoir, nous, comme bagage. Même comme adulte, on aurait aimé avoir ce bagage-là le jour où on a postulé pour un premier emploi. Parce que ce qui fait la distinction entre un embauche ou pas, c'est pas nécessairement notre bulletin, parce que le bulletin vient nous qualifier pour le processus d'entrevue. Mais ce qui va distinguer entre moi et un autre candidat, c'est qui on est. Qu'est-ce qu'on a à offrir comme personnalité? Notre profil de sortie. Donc, le profil de sortie, pour nous, il est fondamental, puis c'est vers ça qu'on veut développer. Créer des jeunes qui deviendront plus entrepreneurs dans leur vie, peu importe les métiers qu'ils vont faire. Puis pour y arriver, il faut qu'ils puissent jouer des rôles d'initiateurs, de réalisateurs et de gestionnaires dans ces projets-là, donc ils puissent patiner. L'initiateur, c'est lui qui va voir les opportunités, qui va voir les routes à suivre, qui va imaginer le tracé pour réaliser le projet. Le réalisateur, c'est lui qu'on connaît le plus parce que dans nos projets pédagogiques, qui peuvent être maintenant des projets entrepreneuriaux, les jeunes sont de bons exécutants, sont capables de réaliser les tâches qu'on leur propose. Et là, les tâches peuvent être les mêmes, mais qui vont avoir été imaginées en partie par les élèves, en partie par vous, en partie par différentes stratégies. Le gestionnaire, lui,
C'est celui qui va imaginer les solutions à des problématiques qu'on rencontre, qui va être dans l'évaluation, qui va être dans la réflexion, qui va être dans l'analyse de ce qui va, la résolution de problèmes. Et c'est pas de dire que Jean est initiateur, que Marie est réalisateur, puis que Marc est gestionnaire. Ces rôles-là vont se permuter tout au long du projet, puis l'ensemble de notre idée vont nous permettre de vivre l'un ou l'autre de ces rôles-là tout au long de sa démarche. Quand on se lance dans un projet, c'est important. Moi, l'une des recommandations que je vous donne, c'est de ne pas prendre des trop grosses bouchées dès le départ. J'ai vu des enseignants se lancer dans des projets d'envergure monstre, puis que là, ils étaient embourbés dans ce projet-là, puis à la fin, ils se sont dit plus jamais. Ce que je recommande, c'est d'abord, c'est pas de niveler vers le bas, il ne faut pas le voir de cette façon-là, mais c'est plus dans une approche d'entraînement. On devient d'une certaine façon un centre d'entraînement à l'entrepreneuriat éducatif et on ne commence pas par courir un marathon. On va commencer par courir 500 mètres, 1 kilomètre, 5 kilomètres, 10 kilomètres avant d'arriver à pouvoir courir un marathon. Donc, prenez des bouchées qui sont à votre mesure, qui respectent la patinoire que vous allez avoir délimitée, qui va faire en sorte que vous aurez du plaisir autant que vos jeunes, puis que vous allez apprendre de ces expériences-là. Il faut apprendre à gérer le risque, mais que ce risque-là soit à votre portée. Une de vos principales responsabilités, c'est d'ailleurs de proposer des limites, d'être le rempart à des excès, être le rempart à des choses qui pourraient être dangereuses ou à risque pour vous, mais aussi pour les jeunes qui vivent des projets. Dangereuses, je ne dis pas danger physique nécessairement, mais qui ferait en sorte que là, on serait dans des situations difficiles à s'en sortir. Vous êtes là pour les empêcher de tomber, de tomber, ici on dit tomber à l'eau, mais ça peut être tomber de différentes façons. Vous êtes là comme coach, comme guide, comme intervenant, comme accompagnant ou vous-même auprès de vos jeunes pour faire en sorte que les expériences qu'ils vont vivre soient toujours positives. Vous avez aussi la responsabilité de faire des stops quand vous voyez que là, les choses ne vont pas. Vous avez un rôle de régulation auprès de tout ça, faire en sorte que les jeunes puissent réfléchir. J'arriverai tout à l'heure à l'approche réflexive qu'on propose, mais ça doit se dérouler tout au long du projet. Puis pour ça, tout à l'heure, je parlais de ne pas prendre des grosses bouchées puis de s'exercer. Imaginez-vous, aujourd'hui, je vous amène tous faire du tir à l'arc. Vous n'avez jamais tiré à l'arc de votre vie. Probablement que votre premier objectif, ça ne sera pas d'arriver dans la section jaune, ça va être surtout de rendre votre flèche à la botte de foin. Ce qui arrive actuellement en éducation, souvent, c'est que les enseignants veulent être tout de suite dans le cadre. Ils veulent être parfaits, ils ne veulent pas démontrer qu'ils ne sont pas en contrôle de tout ou que tout n'est pas planifié, orchestré, structuré. Il faut permettre aux jeunes de vivre des expériences et de devenir graduellement capables de faire les choses. Puis peut-être qu'à un moment donné, à force de lancer des flèches, vous allez atteindre le centre de la cible. Puis peut-être des fois, vous allez avoir une opportunité ou même si jamais tu atteins la botte de foin, puis tout d'un coup, tu atteins le cœur de la cible, ça sera une opportunité en or que tu devras saisir. Mais c'est à force de lancer des flèches qu'on va devenir bon. C'est pareil pour les jeunes. Les jeunes aussi doivent devenir compétents, doivent apprendre à développer ça. Ils vont développer leurs expériences. On devient la somme de nos expériences. Parfois, ils vont peut-être vous faire peur parce qu'ils vont pointer leur arc et leur flèche à un endroit un peu risqué, mais il faut qu'ils en lancent eux aussi. Le fait que vous en lanciez au préalable, c'est que vous allez servir, d'aller faire de la modélisation. Vous êtes, dans le fond, des gens, des adultes qui ont un vécu, donc un bagage qui est peut-être plus évolué que celui des jeunes. Vous allez faire profiter ce bagage-là aux jeunes. Donc, vous allez tranquillement influencer leur compétence à tirer des flèches vous-même. Dans les faits, l'école communautaire peut être considérée, comme je disais tout à l'heure, comme un centre d'entraînement en éducation entrepreneuriale. Toutes les petites expériences qu'on va cumuler à travers les jeunes, puis aussi l'intérêt que ça se fasse de façon multiple dans l'école, fait en sorte que le jeune, tout au long de son cheminement primaire, aura vécu une panoplie d'expériences qui vont forger son profil de sortie. Le fait qu'on soit un enseignant seul dans une école qui vit cette pédagogie-là, c'est super intéressant pour les jeunes.
mais ça n'amène pas cet effet de transformation que si, par exemple, on commence dès la maternelle, puis tout au long du cheminement jusqu'à la fin du primaire, puis même on peut imaginer au secondaire une suite, bien, je peux vous certifier que les jeunes qui auront vécu ces expériences nombreuses-là à travers tout leur cheminement scolaire auront un profil de sortie qui sera bien chargé. Ils auront un CV qui sera intéressant et ils seront aussi capables d'influencer et d'être des agents de changement positif pour leur communauté, dans la mesure où ils auront joué les 3 rôles dont je vous parlais tout à l'heure, initiateur, réalisateur et gestionnaire de leur projet. Puis quand je dis jouer ces rôles-là, c'est important de rajouter l'adverbe graduellement en avant. Les enseignants, vous n'avez pas besoin de lancer les jeunes là-dedans. Comme j'ai dit, vous allez vous-même vous faire la main. Tranquillement, les jeunes vont apprendre à patiner, vont apprendre à prendre leur place sur leur patinoire à travers les paramètres que vous allez donner. Mais c'est la cible. Tout ça ne se fait pas tout seul non plus. On a parlé d'école communautaire entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment important que vous soyez en mesure d'avoir l'ouverture d'esprit de travailler avec des parents, des collègues, des partenaires, des organismes de la communauté, votre direction d'école. Ne faites pas les choses seuls. Ayez des alliés. Les réseaux sociaux sont là. Il y a des communautés de pratique. Il y a des collègues qui ont fait des projets similaires à vous. Et notre réseau facilite aussi le partage puis la recherche d'idées complémentaires à la vôtre. Notre organisation fait en sorte que vous ayez une oreille. Vous nous demandez à travers notre accompagnement, Jean-Sébastien, tu connais-tu une école qui a vécu tel ou tel projet? Souvent, on va connaître un modèle qui existe, qui est similaire, où là, on peut aller chercher des relations et être capable de faire en sorte que vous puissiez proposer ou poser des questions à l'enseignant ou à l'intervenant qui a vécu ce projet-là. Du moins, on est capable de vous pister. Et si ce n'est pas le cas, bien, on va réfléchir avec vous, on va faire des recherches avec vous, mais ne soyez pas seul. Hein. Ça prend, on dit, il y a deux réflexions que j'ai liées à ça. Seul, on va plus vite. Hein, même dans le projet entrepreneurial, c'est souvent le piège que les enseignants ont. Hein, ils veulent le faire à la place de leurs jeunes parce que ça va beaucoup plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Donc, il faut se rappeler ces choses-là pour dire, ben, allions-nous de partenaires qui vont faire en sorte qu'on puisse aller plus loin dans ce projet-là. Puis, on n'est pas expert dans tout. Il faut accepter d'aller chercher une expertise qui peut être complémentaire à la nôtre. L'autre élément, bien, ça prend tout un village pour éduquer des enfants. Donc, je pense que le fait de s'allier des partenaires de notre communauté fait en sorte qu'on est encore plus fort, puis ces alliances-là vont être constructives pour nous et pour les jeunes aussi. Quand on a une idée, on se dit souvent, ben là, c'est mon idée, c'est mon projet, mais là, c'est les jeunes qui devraient avoir l'idée. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il y a un terme que moi, j'appelle la ruse didactique. Il faut être un peu rusé. Au départ, surtout quand c'est les premières expériences de projets entrepreneuriaux que vous vivez, il est fort possible que le projet, là, vous l'ayez clairement dans votre tête. Si c'était votre projet, vous sauriez exactement quoi faire. Mais là, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit le projet des jeunes. Donc, des stratégies, et là, quand on accompagne les écoles, on amène aussi cette réflexion-là, de comment on pourrait aborder tel projet pour faire en sorte que les jeunes considèrent ce projet-là comme étant le leur. Des fois, ça peut être, on amène un petit teaser, une petite séquence vidéo, un article de journal. Ça peut être le fait, vous êtes d'excellents animateurs habituellement dans vos salles de classe. Donc, de poser les bonnes questions aux bons élèves pour avoir les réponses semblables à celles que vous avez imaginées. Puis je dis semblables. Parce que c'est possible que les idées ne soient pas tout à fait la même. Ça se peut que le projet à la fin ne soit pas exactement celui que vous aviez imaginé. Mais comme enseignant, vous avez aussi ce rôle-là de donner une ligne, d'être un modèle, de modéliser, un peu comme si on faisait de l'enseignement stratégique de l'approche pédagogique en entrepreneuriat conscient. Vous arrivez pour modeler un projet et de faire en sorte que les jeunes puissent considérer que c'est le leur. Pour que petit à petit, ce transfert-là s'opère entre vous et les jeunes. Puis quand ça va faire 1, 2 ou 3 projets, moi, je peux vous certifier que les jeunes sauront comment amener un projet, auront des idées, mais c'est qu'actuellement, ils ne s'autorisent pas à créer. De la même façon que certains enseignants ne s'autorisent pas à créer, parce que dans le modèle pédagogique qu'on connaît dans nos écoles, on a un programme, on a un guide pédagogique, l'élève est là en salle de classe, il attend qu'on lui pose des questions, puis il lève la main quand on lui dit de lever la main. Donc, le fait qu'on arrive dans une approche pédagogique un peu ouverte fait en sorte que là, les jeunes doivent sortir eux aussi de leur zone de confort et voir une autre façon de vivre leur éducation par le fait qu'ils soient actifs là-dedans. Donc,
vous avez un rôle très, très important là-dedans. C'est pour ça que je propose, moi, quand vous faites un projet, si vous le planifiez dans votre tête, mais faites-le au plan, pour que vous soyez capable de l'effacer si jamais il y a des changements, des retouches, même en cours de route, parce que le projet peut évoluer au fur et à mesure qu'il se vit. Donc, ayez l'ouverture et la flexibilité d'adapter votre projet en fonction des opportunités, des idées des jeunes, des réalités où vous êtes rendus, des nouveaux partenaires qui pourraient arriver. Et c'est là que j'arrive avec un autre schéma de Mathias. Puis là, je ne veux pas vous laisser punch parce que je sais qu'il y a une présentation qui va suivre dans les prochaines semaines. Mais on base beaucoup notre approche sur une approche qui est réflexive. Ça veut dire que les jeunes doivent apprendre à réfléchir, donc avant l'action, pendant l'action, après l'action. Donc, toute cette approche réflexive-là va venir travailler de façon métacognitive tous les processus, l'évaluation, l'autorégulation, la résolution de problèmes. Donc, tout au long du projet, on va rencontrer des pépins, on va rencontrer des obstacles, et là, il va falloir réfléchir sur la façon de le faire. D'où la spirale que vous voyez, qui est tout au long du projet, cette spirale-là se présente. Pour qu'à la fin, on soit capable de dire les jeunes ont réfléchi sur leurs choses. Puis l'aspect gestionnaire, j'insiste un petit peu parce que souvent, les enseignants, on a le goût de se dépêcher parce que là, on a un autre contenu disciplinaire à mettre en place, puis là, notre programme nous bouscule un petit peu. Puis, toute cette approche réflexive-là, qui est toute l'intégration de ce qu'on aura appris, notre auto-évaluation, voir qu'est-ce qu'on a appris de notre projet, puis sur nous, à la fin du projet, on l'escamote un petit peu. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir tirer des leçons qui vont nous être vraiment utiles pour nos autres projets. J'insiste sur le fait de prendre le temps de réfléchir avec les jeunes et de les faire réfléchir sur leurs initiatives. Je vous présente une courbe ici qui est exagérée, mais c'est juste pour vous montrer une image. Lorsque les jeunes, on se lance avec les jeunes, quand vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, j'ai essayé de qualifier l'intensité pédagogique auquel pourrait ressembler votre animation. L'intensité pédagogique, là, c'est la place que vous prenez dans la vie de la classe dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Donc, au début, si on part au début du projet, l'intensité que vous devez déployer est assez importante parce que là, il faut placer les jeunes, il faut former des équipes, les comités, il faut travailler avec eux pour imaginer le projet. Donc, il y a beaucoup d'intensité qui est déployée de votre part. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'au cours du projet, c'est les jeunes qui sont en action. Vous êtes côte à côte avec eux, mais c'est pas votre projet, c'est le leur. Donc, c'est eux qui sont vraiment actifs, sont vraiment dynamiques dans le projet. Puis vous êtes là pour vous assurer, comme on le montrait tout à l'heure, de placer les remparts pour être sûr que ça fonctionne. Et à la fin du projet, généralement, l'enseignant va prendre beaucoup de vigueur parce que là, il y a une échéancier, il y a une production, il y a une présentation, il y a un livrable qui doit être donné, il y a une évaluation qui doit être faite du projet, etc. Donc là, l'enseignant reprend toute cette activité pédagogique-là. Ça, c'est une courbe qu'on dit idéale. Si vous voyez que votre courbe n'est pas vraiment une courbe, et plus une ligne verticale, horizontale, c'est peut-être parce que là, il aurait fallu prendre un temps d'arrêt et se dire pourquoi là, c'est moi qui déploie toute cette énergie-là? Pourquoi les jeunes ne se mettent pas en action? Pourquoi c'est pas. Donc, gardez cette image-là juste pour vous dire qu'il est important de faire des temps d'arrêt. Si vous voyez que votre intensité pédagogique au cours d'un projet est toujours élevée et ne baisse jamais parce que vous n'êtes pas capable de prendre le rôle de soutien ou de coach auprès des jeunes, puis c'est tout vous qui êtes obligé de faire le projet, mais c'est important de faire des temps d'arrêt, puis d'arriver avec notre approche réflexive de tout à l'heure. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les comités ne se mobilisent pas? Pour vous, en dedans de vous, votre introspection, mais aussi les jeunes ont peut-être des réponses à ces questions. Pour faire en sorte que, justement, les jeunes puissent vivre ces expériences-là de façon constructive, en vous rappelant toujours dans les paramètres que vous allez avoir déterminés, votre patinoire, votre zone de jeu. Parce que oui, il faut arriver à la fin, il faut arriver à nos échéances, ça c'est important, mais l'équilibre dans tout ça, pour que ça demeure des expériences enrichissantes et constructives de chez vous, je pense que c'est essentiel de mettre des balises pour que ça puisse être constructif et tout le monde. Ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il n'y a pas seulement qu'un chemin qui mène à Rome. Votre projet,
Tantôt, je parlais d'un exemple de projet pour sensibiliser la communauté sur la consommation d'eau potable. Ben, ce projet-là peut être vécu d'une multitude de façons, avec différents élèves, avec différents rendus à la fin, qui fera en sorte que les projets vont être tout à fait différents, même si la thématique est la même. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner la réflexion, c'est de faire en sorte que vous réfléchissiez avec vos jeunes, vous amener aussi à réfléchir sur vos pratiques, pour faire en sorte que graduellement, petit à petit, vous trouviez un équilibre là-dedans, puis que les jeunes trouvent une place dans cette pédagogie-là. Il arrive souvent que des enseignants nous disent qu'ils ne se sentent pas assez créatifs, que les jeunes n'ont pas beaucoup d'idées, mais ça, c'est important de se faire confiance. C'est important aussi de laisser de la place à la créativité pour faire en sorte qu'il y ait des conditions gagnantes à la réalisation de ces projets-là. Il faut accepter de sortir des sentiers battus. Excusez-moi. Il faut oser. Lancez-vous, essayez, tentez l'expérience, posez des questions, entourez-vous. Le message que je vous lance, c'est justement oser. Puis moi, je suis certain qu'à la fin, que ce soit vous et vos jeunes, que vous soyez contents de vos réalisations, que vous soyez heureux d'avoir tenté l'expérience et que vous puissiez reprendre le flambeau à un autre moment. Alors, tout à fait. Puis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que oui. Je vais remettre ma petite caméra. Vous savez qu'à quelque part, l'esprit de l'école communautaire entrepreneuriale consciente, c'est peut-être pas beaucoup en éducation, mais c'est aussi générer du bonheur à l'école. Si on permet régulièrement aux jeunes de vivre des moments, nous on appelle ça la formule 3E, de l'enthousiasme, de vivre des moments d'émerveillement, d'avoir l'impression qu'on vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire, ben, ça engage les jeunes. Hein? Donc, enthousiasme, émerveillement, ça engage. On appelle ça la formule 3. Puis ça donne du bonheur à l'école. Ça motive, ça génère une énergie très positive, autant de la part d'enseignants que du jeune. Puis, je vais juste terminer en disant tout simplement que ce qu'on fait chez ID Éducation entrepreneuriale, c'est qu'on peut accompagner justement des enseignants sur une base de petits groupes, une école où, par exemple, des petits groupes d'enseignants souhaiteraient mettre en place une micro-entreprise pédagogique ou encore voudraient comprendre comment se fait une activité ou un projet entrepreneurial. Vous savez, la micro-entreprise pédagogique, déjà, nous, on donne des exemples très distinctifs entre c'est quoi une activité, c'est quoi un projet, versus c'est quoi une micro-entreprise. C'est trois niveaux vraiment différents. Même dans les micro-entreprises pédagogiques, il y a des exemples de micro-entreprises pédagogiques de court terme, de long terme. Une petite maison d'édition d'école, un petit restaurant d'école. Ça peut être un colloque qu'on organise sur l'eau qui lierait ça aux sciences. Alors, il y a de nombreux exemples, autant au primaire qu'au secondaire, en formation professionnelle qui existent. Et notre rôle à nous, c'est donc d'accompagner ces structures-là. Puis une école qui dit, ben, moi, je voudrais débuter, mais on est quelques enseignants, c'est pas toute l'école. Mais on a justement un programme d'accompagnement qui s'appelle l'École communautaire entrepreneuriale émergente, qui permet, pas que ce soit un projet éducatif d'ensemble, mais quand même de comprendre la philosophie, de l'intégrer en salle de classe avec des activités, etc. Et la pédagogie entrepreneuriale consciente en même temps. Donc, c'est ce qu'on fait un peu partout au Québec aujourd'hui. Juste pour vous donner une indication, c'est que là, on va mener un projet là, qui d'ici 2020, va avoir touché plus de 50 écoles, primaires, secondaires, formation professionnelle, avec le ministère de l'Éducation du Québec, qui accompagne tout ça. Il y a d'autres partenaires, d'autres ministères qui vont s'ajouter aussi. Et aussi plusieurs partenaires là, privés qui supportent notre fondation pour qu'on puisse vraiment réaliser cette mission-là. Notre mandat ne s'arrête pas aux 50 écoles indiquées au Québec. On est aussi ouvert là, et tout à fait disponible pour accompagner ce débat à beaucoup plus petite échelle là, à l'intérieur d'écoles où quelques enseignants s'intéresseraient à mettre en place ces projets-là en salle de classe. D'ailleurs,
Il va y avoir bientôt une annonce de fait à ce niveau-là où vous allez pouvoir appliquer pour des projets entrepreneuriales que vous voulez faire ou des micro-entreprises. Auprès du ministère de l'Éducation, il va y avoir des sommes d'allouer, mais je laisserai l'annonce se faire. Mais nous, on est effectivement une organisation tout à fait disponible pour faire ce type d'accompagnement. On dispose de beaucoup d'outils, surtout beaucoup d'expérience. Et tous les gens qui travaillent avec nous sont tous des éducateurs, des enseignants d'expérience, de direction d'école. On a vraiment une belle équipe. Puis, on travaille au Québec, mais lié aussi avec le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, et quelques pays, 6 pays. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Sébastien aussi. Puis, est-ce qu'on peut répondre à comment ça fonctionne? Pour le moment, il y a des questions qui commencent à arriver. Je vous propose de répondre à celles qui je vous présente nos coordonnées si vous voulez nous rejoindre. Déjà, il y en a une de Mme Ouellette. Quelle est la différence entre le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et l'APEC? C'est notre approche, mais notre modèle, c'est l'école communautaire entrepreneuriale. Je ne voudrais pas aller dans un effet de comparaison. Moi, ce que je vous dirais, c'est que notre approche est structurante, elle est bien construite. On a 21 composantes qui peuvent être développées dans une école. Et toute cette expertise-là qu'on a maintenant dans plus de 137 écoles, c'est-à-dire c'est un nombre important d'écoles qui ont bénéficié de notre accompagnement, permet d'aller au-delà de la sensibilisation à l'éducation entrepreneuriale, mais de mettre en pratique et de déployer des pratiques d'éducation entrepreneuriale qui vont être bien implantées dans les milieux, qui vont influencer la culture de l'école. C'est peut-être un élément complémentaire dans cette action. Encore une fois, on peut insister sur le fait qu'on est une école communautaire. Comme projet, On avance comme projet, une école entrepreneuriale. Entrepreneuriale. Les deux premiers mots montrent la synergie entre deux forces, entre l'école et sa communauté. Quand on dit communauté, juste que vous comprenez que c'est d'abord les parents. Donc, on a des stratégies qui engagent les parents, etc. Alors, aussi la communauté plus largement, c'est peut-être des grands-parents, des organismes non lucratifs, des associations et aussi la communauté entrepreneuriale. Quand on dit communauté entrepreneuriale, il ne faut pas comprendre simplement l'homme d'affaires, la femme d'affaires. On parle beaucoup d'entrepreneuriat social aujourd'hui. Et c'est une des choses que nous, on met beaucoup en place. Parce que si on va aller vers un modèle d'école, vers une culture entrepreneuriale consciente, c'est fondamental d'allier ces deux écoles et communautés ensemble. Puis quand on dit communauté, c'est les exemples que je viens de donner. Et ça, c'est une des grandes, grandes particularités. Puis la seconde, c'est l'idée que nous avançons l'idée d'une culture entrepreneuriale consciente. Vous savez, les deux grands défis actuellement, probablement, auxquels fait face l'école, comment ne pas être tout seul, donc l'idée d'une école communautaire, et comment développer une culture entrepreneuriale qui ne soit pas juste entrepreneurship, mais qui soit plus consciente et plus éthique. Probablement que c'est les deux grands défis que font face les sociétés, la conscience et l'éthique, quelque part. Et c'est à ce niveau-là que nous, on agit particulièrement dans les écoles, tout en rendant les projets très pédagogiques. Jean-Sébastien a peut-être moins touché ça tout à l'heure aussi, il faut l'ajouter. La pédagogie qu'on avance, c'est une pédagogie intégrée. Okay? Alors, ça se fait véritablement dans les salles de classe. On est en train d'apprendre son français à travers une petite maison d'édition, de refait. On est peut-être en train d'apprendre ses mathématiques à travers un projet aussi d'entrepreneuriat qui intègre la matière tout en te permettant de développer ton profil de sortie en entrepreneuriat. Là encore, là, notre profil de sortie est très défini, très propre à notre organisation. Ça aussi, c'est un autre, ça aide l'enseignant à se guider son enseignant. Il y a beaucoup plus à dire, mais disons, là, en gros, ce sont des éléments, avec tout ce que Jean-Seb a dit en addition, ce que je viens de mentionner, probablement les éléments qui nous caractérisent. Les deux. J'aimerais peut-être vous donner la parole parce que je voudrais que vous expliquiez le sens de votre question. Vous avez juste appuyé sur le micro en haut à gauche.
Je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez... Votre micro devrait être sur le vert. Donc, je vais essayer de répondre, puis vous me direz si je comprends bien le sens de votre question. Vous dites, à quel niveau être plus présent dans les écoles primaires et secondaires? Dans le fond, quand nous, on intervient puis qu'on va être plus présent, mais ça peut être selon le nombre d'écoles aussi, mais ça peut être dans l'école, petit à petit, que cette approche-là prenne de la place, influence la culture pédagogique de l'établissement. J'ai été directeur de 2 établissements qui étaient à 2 kilomètres l'un de l'autre, mais avec le même projet éducatif, le même conseil d'établissement, mais 2 cultures complètement différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que changer une culture dans une école, c'est un processus qui prend du temps. On ne peut pas penser changer la culture d'un établissement en claquant des doigts. Donc, c'est pour ça que notre processus d'accompagnement peut paraître long, mais permet tranquillement, pas vite, de changer certaines pratiques pédagogiques, faire en sorte de mettre en place des éléments qui vont contribuer à la mise en place de la culture entrepreneuriale consciente telle que celle que nous proposons. Donc, le fait que cette culture-là s'imprègne tranquillement, pas vite, dans un nombre accru d'écoles, fait en sorte que on aura aussi un effet de réseautage plus grand parce qu'il y aura de plus en plus d'écoles qui pourront partager entre elles leur vécu, leurs expériences, leurs bons coups. Je ne sais pas si c'était peut-être dans cet esprit-là que vous imaginiez la question. C'est comme ça, moi, je l'ai interprété. Vous pouvez préciser. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, intervenir, je vous invite à le faire. Vous pouvez partager vos questions. Émilie Côté, vous avez parlé de l'éducation des adultes, compte tenu qu'il y a un plus grand roulement d'élèves à ce niveau. De quelle façon peut-on mener à terme un projet d'envergure? Ce qu'on a vu dans des écoles de cette nature-là, c'est d'abord, on va avoir une influence sur l'approche pédagogique que les enseignants vont avoir. Quand on parlait de 3 modalités, il y a l'activité, le projet et la micro-entreprise. Donc, on a vu des initiatives se mettre en place parce que l'enseignant avait adopté une posture entrepreneuriale. Ça veut dire la posture entrepreneuriale de l'enseignant, c'est d'être capable de saisir des opportunités. C'est aussi de permettre à des jeunes de vivre des projets. C'est de permettre à des jeunes de poser des questions, puis de vivre des expériences authentiques à travers leur classe. On a vu des centres d'éducation des adultes aussi faire des projets en salle de classe, mais ces projets-là peuvent aussi être en parascolaire. Ça veut dire après le temps de classe, le matin, dans plusieurs centres, j'ai vu des cafés étudiants, on a vu des initiatives se mettre en place de cette nature-là dans des centres. Puis malgré le fait qu'il y a des élèves qui sont en roulement, qui sont là sur du court terme, mais il y a tout le temps comme une base qui demeure présente. Donc, c'est sûr que ça amène une modalité d'animation qui va être différente d'un milieu où les jeunes sont là sur une année, voire 5 ans, même au primaire ou au secondaire. Mais on est capable d'influencer le cours de leur vie pédagogique, même dans des centres d'éducation des adultes, à partir du moment où il y a une prédisposition au niveau de l'équipe de gestion puis de l'équipe d'intervenants pour favoriser ce genre d'initiative. Madame, juste pour peut-être un petit peu compléter, si ça peut aider, une école, quelle que soit l'école au Québec, quelle que soit l'école actuellement dans le monde, c'est ce qu'on voit, tout à fait porteuse de cette philosophie-là qu'on présentait tout à l'heure autour d'un développement de la personne. Évidemment, des degrés divers, hein, c'est varié, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement dans un centre d'éducation des adultes, mais aussi porter cette philosophie-là autour du développement porté social aussi. À partir de là, Jean-Sébastien, je pense, a donné des exemples. Il y a plein de petites activités de très courte durée. Parfois, c'est des 5 minutes en salle de classe, 15 minutes, une demi-heure. Il ne faut pas penser toujours que c'est plusieurs heures ou sur plusieurs semaines. L'activité entrepreneuriale lors de la réflexion peut tout simplement être un beau jour qu'on aborde une question éthique qui s'est produite, qu'on aborde la question du développement durable en salle de classe, enfin, ça peut être de différentes façons. Ça peut se faire
à l'oral, ça pourrait se faire à l'écrit, ça peut être une occasion d'écriture aussi, hein, ça peut permettre ça. Alors, évidemment, après, il peut y avoir des projets entrepreneuriaux. Alors là, c'est costaud. Jean-Sébastien a nommé le café étudiant qu'on a vu apparaître. Alors, ça peut être énormément de choses, un petit restaurant, quoi que ce soit. Alors, il y a autant d'idées qu'il y a de personnes. Alors, en fait, c'est limité, c'est une question de créativité, puis c'est une question de disposition et de volonté, d'intérêt. Donc, dans un milieu comme dans un centre d'éducation aux adultes, la clé de départ, moi, je pense que c'est l'enseignant. Puis, si les enseignants comprennent cette philosophie-là, comprennent suffisamment l'approche, ils vont réaliser, puis on a eu des exemples à Montréal dans un centre, ils vont réaliser que c'est possible d'apprendre à s'entreprendre. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que le défi peut-être le plus important, c'est d'apprendre à s'entreprendre, c'est le soi. Et ça, là-dessus, on a des activités. On a M. Mathias Pétain qui travaille, collabore avec nous aussi, qui en parle beaucoup. Et je pense que c'est là l'élément moteur sur lequel on peut travailler dans toutes les écoles du Québec, incluant les centres d'éducation sociale. Madame Ouellette te pose la question aussi. Actuellement, pouvez-vous nous donner un portrait des écoles au Québec qui implantent votre approche? Au cours des dernières années, on a accompagné entre 20 et 25 écoles environ qui sont arrivées à terme de notre accompagnement. Actuellement, on en a 5 ou 6 qui sont en cours d'accompagnement et là, avec le projet que le gouvernement du Québec, nous en aurons à terme, après 3 ans, une cinquantaine d'écoles qui auront profité de cet accompagnement-là sur le territoire québécois. Au primaire, au secondaire, en formation professionnelle. Il pourrait y avoir des centres d'éducation des adultes. On est en langue anglaise, en langue française, donc on est vraiment là tout azimut sur le territoire québécois. Et notre équipe se multiplie aussi au fur et à mesure que nous puissions accompagner. Un petit complément. Puis on essaye aussi, avec le gouvernement du Québec, ce qui a été convenu, les écoles qu'on accompagne, c'est pas seulement à Montréal ou à Québec ou dans les grandes villes. On vise beaucoup. Comprenez qu'avec le mot école communautaire, on l'a implanté là, dans toutes les écoles francophones du Nouveau-Brunswick à des degrés divers. Donc, c'est très rural, le Nouveau-Brunswick. Donc, évidemment, au Québec, on voit le projet comme étant très intéressant aussi pour le milieu rural. Parfois, dans des milieux même qui sont très dévitalisés économiquement, on trouve la solution de l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Le gouvernement nous confirme aussi comme étant intéressant. Et dans des milieux plus vitalisés, petits villages avec une économie importante, par exemple, petites villes. Donc, nous, on est dans 5 grandes régions comme ça, villes de moyenne taille, puis des grandes villes comme Québec, comme Sherbrooke, etc., Gatineau, puis aussi à Montréal, dans la métropole, là où c'est vraiment plus urbain, plus complexe. Mais en même temps, on voit le projet, et puis c'est vu comme ça, comme étant très intéressant pour le milieu, pour la diversité culturelle, etc. Puisque l'école communautaire en soi, c'est ce mariage entre deux réalités, à l'école et son environnement de vie, si on peut dire. Donc, voilà. Il nous reste encore du temps si vous avez des questions. En cas de besoin, je vous remets nos coordonnées. Il sera toujours possible pour vous de communiquer avec nous. Si vous voulez qu'on aille vous voir dans vos milieux, ça nous fera plaisir de le faire. On sillonne le Québec actuellement, donc c'est toujours possible d'aller voir, d'aller vous rencontrer dans votre région si vous n'êtes pas nécessairement à Montréal ou à Québec. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si je sais qu'il y a beaucoup d'agents de sensibilisation qui sont inscrits aujourd'hui, donc que ce soit des ACEJ ou des APECJ, si vous souhaitez être présent dans des écoles de votre secteur quand nous faisons des interventions, c'est tout à fait possible. Il s'agit encore une fois de communiquer avec nous pour qu'on sache que vous avez cet intérêt-là. On pense que les ACEJ et les APECJ dans les différents milieux, c'est des alliés importants.
Donc, il ne faut pas hésiter. Et s'il y a d'autres types de partenaires aussi à l'écoute, n'hésitez pas. On a aussi, est-ce que le PowerPoint est disponible en version téléchargeable ou vous nous référez au site web? Actuellement, dans les paramètres, il n'était pas téléchargeable. Je ne sais pas avec Manon Barrette s'il est prévu de rendre disponible certains documents. Je pourrais le mettre par la suite. On a aussi, Mme Ouellette, vous parlez d'équipe école. Est-ce qu'un enseignant peut appliquer cette approche seul dans son école? Bien sûr qu'il peut l'appliquer seul dans son école. Mais notre volonté à nous, c'est de faire en sorte que ça puisse avoir un effet structurant sur l'ensemble du milieu. Donc, quand on parlait tout à l'heure de travailler seulement sur 2 composantes structurantes, un enseignant seul pourrait faire en sorte de suivre cette impulsion-là qu'on pourrait donner, mais on souhaite toujours qu'on arrive dans un milieu qui soit quelques-uns. Un, pour briser l'isolement, faire en sorte qu'ils soient quelques-uns à se partager leurs bons coups, mais aussi faire en sorte que ça ait un effet mobilisant sur l'ensemble de l'équipe école. Donc, si vous connaissez un milieu où il y a seulement qu'un enseignant qui est mobilisé par rapport à cette idée-là, n'hésitez pas à leur dire de communiquer avec nous, puis là, on va discuter, on va voir comment on peut aborder cette situation-là dans le milieu. Mais je pense que ça aura beaucoup plus d'impact s'il n'est pas seul. Mais ça ne veut pas dire que nous, on l'exclut, qu'on est prêt à offrir de l'accompagnement aussi à ces gens individuellement. Là. Donc, Manon vient de me confirmer que le PowerPoint sera disponible. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la session d'information sera déposée sur la chaîne YouTube du Service national du récit et le document PowerPoint en version PDF sera ajouté. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a M. Lévesque qui aurait un commentaire. N'oubliez pas, puis je me fais un plaisir de vous dire ça quelque part, que ce qui est avancé globalement, c'est de créer un environnement qui permet de croire en soi, de permettre aux jeunes d'apprendre à croire en soi. De ça, ça veut dire qu'il faut que l'enseignant aussi soit disposé pour que cela puisse se produire. Mais ça fait des belles magies qu'on voit dans les salles de classe, des belles magies, des beaux moments. Et nous, on est persuadés que ça peut changer les choses. Ça peut changer la vie des jeunes. Ça peut changer leur vie aussi demain en société. Je pense que ça change la vie de beaucoup d'éducateurs, enseignants qui pratiquent ces pédagogies-là. On est dans un monde où on a besoin d'une culture humaine qui va être, je pense, différente, qui va être capable de se faire vraiment confiance et surtout de changer les choses. Je ne sais pas si vous regardez tout autour de vous, mais la société a besoin de changements importants. Parfois, on a des lueurs d'espoir, parfois, on se décourage. Mais cette école-là est porteuse justement d'espoir. On y croit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on est là pour vous. Alors, on vous souhaite en passant bonne suite dans peu importe ce que vous faites, enseignant ou que vous soyez dans une commission scolaire ou autre. Et merci beaucoup de votre belle attention. Malheureusement, on ne vous a pas entendu beaucoup. On aurait aimé pouvoir échanger sur un dialogue plus direct, mais c'est une belle expérience. Merci infiniment. Merci à tous. Bonne poursuite, bonne année scolaire, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous, à suivre nos réseaux sociaux pour être au courant des nouveautés et à très, très bientôt. Merci beaucoup.